Dans le petit village de Thiébissou, niché au cœur de la région du Centre en Côte d'Ivoire, la nuit tombait toujours avec une douceur particulière. Les toits en tôle ondulée scintillaient encore sous les derniers rayons du soleil couchant, et l'air portait l'odeur mêlée de feux de bois, de terre rouge et de feuilles de manioc écrasées. C'était là, dans une cour familiale entourée de murs en banco, que vivait Kofi Yao, un jeune garçon de 17 ans, vif d'esprit, chrétien convaincu et un peu trop sûr de lui. Kofi était assis sur un petit tabouret en bois brut, au milieu de la cour arrière. Devant lui, une large bassine en aluminium remplie de haricots bruns luisants sous la faible lumière d'une ampoule nue suspendue à un fil électrique. Sa mère, maman Afoué, lui avait demandé de trier ses haricots avant 22 heures pour préparer le plat du lendemain. Mais comme à son habitude, Kofi avait traîné. Il aimait la nuit. Pas les bruits du jour, les cris des enfants, les klaxons des motos qui filent sur la route principale, les discussions animées des voisins. Non, la nuit était calme, presque sacrée. Seuls les grillons chantaient, et, de temps en temps, un coq égaré croyait que l'aube était déjà là. Il se pencha un peu plus sur la bassine. Les haricots cliquetaient doucement quand il les faisait rouler entre ses doigts. Une brise légère passa sur sa nuque. Il grogna, tapa du plat de la main sur son cou pour écraser un moustique qui venait de le piquer. Puis, par réflexe, pour tromper l'ennui, il se mit à siffler. Un petit air simple, celui que les jeunes chantaient à l'école, un mélange de coupé-décalé et de zouglou revisité. Il siffla plus longtemps, plus fort, en balançant légèrement la tête. Soudain, il entendit des pas. Lents, traînants, comme si quelqu'un marchait avec des pantoufles usées sur le sol en terre battue. Les pas venaient du devant de la concession, longèrent le mur latéral et s'arrêtèrent juste au coin de la cour. Kofi ne leva pas tout de suite les yeux. Il continua de trier ses haricots, mais son sifflement s'était arrêté net. « Jeune homme, tu peux fermer cette bouche ?» La voix était grave, rauque, chargée d'années et d'autorité. Kofi releva enfin la tête. Là, au coin de la cour, sous la lueur pâle de la lune qui perçait les branches du manguier, se tenait Papa Kouadio, l'homme le plus âgé du village. On disait de lui qu'il avait vu naître 3 générations, qu'il connaissait les secrets des plantes, des vents et des ancêtres. Il portait une chemise kaki délavée, un pantalon large et un bâton noueux qui lui servait autant de canne que de rappel de son rang. Ses yeux, même dans l'ombre, semblaient percer l'obscurité. « Bonsoir, Papa Kouadio » murmura Kofi, en se redressant un peu, par respect. L'ancien ne répondit pas tout de suite. Il fixa le garçon longtemps, comme s'il regardait au-delà de sa peau, au-delà de ses vêtements, directement dans son esprit. « J'ai entendu ton sifflement depuis 3 concessions plus loin. Vous, les jeunes, vous pensez que la nuit est vide parce que vos yeux ne voient rien. Mais la nuit est pleine, pleine de choses qui entendent ce que les humains ne devraient pas dire. Et quand tu siffles, tu les appelles. » Kofi laissa échapper un petit rire nerveux. « Ah papa, c'est juste un son. Je siffle depuis que je suis petit. Rien ne m'est jamais arrivé. » Papa Kouadio baissa légèrement la voix, presque un murmure. « Le mercure n'est pas un visiteur éternel. Ton sifflement, c'est comme frapper à la porte d'une maison que tu ne connais pas. Un jour, le propriétaire va ouvrir. Et quand il ouvrira, il marqua une pause lourde. Tu ne pourras plus refermer. » Kofi cligna des yeux, un peu déstabilisé, mais il se reprit vite. Juste à ce moment, la porte arrière de la maison grinça. Maman Afoué apparut, nouant plus fermement son pagne autour de la taille. Derrière elle, Papa Yao, le père de Kofi, tenait une petite lampe torche dont la lumière tremblotait. « Kofi Yao !» lança sa mère d'une voix ferme et inquiète. « On t'a dit 100 fois d'arrêter de siffler la nuit dans cette maison. » Papa Yao s'avança d'un pas. « Tu as oublié ce qui est arrivé à la fille de Papa Yao de Yamoussoukro ? Elle a commencé par de petits sifflements et après, son sommeil est devenu somnambulisme. Tu veux finir à l'hôpital psychiatrique d'Abidjan comme elle. » Kofi se leva d'un bond, théâtral, les bras grands ouverts. « Papa, maman, c'est juste du son. Vous et toutes ces superstitions ?» Il éclata de rire. « S'il m'arrive quelque chose, j'appellerai juste Jésus. » Et pour prouver qu'il n'avait pas peur, il se remit à siffler, plus fort, plus provoquant, en dansant presque sur place. Au même instant, un cafard énorme surgit du sol près de ses pieds, comme chassé par une force invisible. Il détala frénétiquement sur la terre.
La lampe torche de Papa Yao vacilla, comme si le courant électrique passait mal. Papa Quadio fit un pas en avant. Sa voix devint très basse, presque un chuchotement solennel. « Laisse-moi te raconter une petite histoire. Un jour, une chèvre s'est moquée d'un masquerade. Elle a dit « Toi, tu portes des haillons et tu fais semblant d'être un esprit. » Le masquerade n'a rien répondu, il a juste dansé. Mais la nuit venue, le rire de la chèvre a résonné seul dans la forêt, parce que la chèvre n'est jamais rentrée chez elle. Un silence total tomba. Même le vent sembla s'arrêter. Kofi serra plus fort la bassine contre lui. Son sourire s'effaça l'espace d'une seconde. Puis, il força un rire, plus fort, pour cacher le frisson qui lui remontait le long du dos. « Papa, cette histoire ne fait même pas peur à un bébé. Laissez-moi finir de trier ces haricots et je vais dormir. » Papa Quadio le regarda encore un instant, puis tourna les talons et disparut dans l'obscurité sans un mot de plus. Maman Afoué secoua la tête, déçue, et rentra dans la maison. Papa Yao resta un moment sur le seuil, la torche toujours allumée. « Continue de jouer avec ce que tu ne comprends pas, Kofi. Moi, je te plains, » dit-il doucement avant de refermer la porte. Resté seul, Kofi se rassit. Il ramassa quelques haricots, les tria distraitement, et presque malgré lui, il se remit à siffler. Doucement d'abord, puis plus fort. La nuit l'enveloppait comme un manteau, il se sentait invincible. Mais au fond de lui, quelque chose de minuscule, presque imperceptible, venait de bouger. Comme si, très loin, très profond, une porte avait craqué. Et c'était seulement le début. En attendant, chers téléspectateurs, si cette première partie vous a captivé, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de cette histoire puissante et surtout, laissez en commentaire votre avis sur Kofi Yao et son attitude face aux anciens, vos conseils pour lui ou pour quelqu'un qui siffle la nuit chez vous. Et dites-nous depuis quel pays, quelle ville ou quel quartier vous nous regardez en ce moment. Ça nous fait super plaisir de savoir que ces récits voyagent jusqu'à chez vous. Les jours qui suivirent cette nuit sous le manguier passèrent comme un rêve flou pour Kofi Yao. Le soleil se levait toujours sur Tiébissou avec la même lumière dorée qui se reflétait sur les toits en tôle et les rangées de papayers chargés de fruits. Le village reprenait vie. Les femmes pilaient le foutou dans les cours, les motos vrombissaient sur la route poussiéreuse menant à Yamoussoukro. Les enfants couraient pieds nus en criant des slogans de foot. Kofi, lui, avait déjà presque oublié les paroles de Papa Quadio. Il se disait que c'était juste un vieux qui aimait effrayer les jeunes avec des histoires d'autrefois. Après tout, il était chrétien, il allait à l'église tous les dimanches, il connaissait ses versets par cœur. Jésus avait vaincu les ténèbres, non? Alors pourquoi avoir peur d'un simple sifflement? Le lendemain matin, il se leva tôt, claqua ses joues pour chasser le sommeil et cria depuis la porte. « Maman, je vais chercher mes sandales chez Kwame le cordonnier !» Maman Afoué répondit depuis la cuisine où l'odeur du café grillé et du pain au maïs emplissait l'air. « Dépêche-toi de revenir, hein? Le soleil va taper fort aujourd'hui. » Kofi enfila son t-shirt délavé du FC Barcelone et partit d'un pas léger sur le sentier de terre rouge qui serpentait entre les concessions. Sans s'en rendre compte, il se remit à siffler. Un air entraînant, celui de la dernière chanson de Suspect 95 qu'il avait entendue à la radio. Il sifflait machinalement, les mains dans les poches, en évitant les flaques de la dernière petite pluie. Une vieille dame assise au bord de la route, en train de frire des atiékés et des alocos dans une grande poêle noircie, releva la tête en l'entendant. Ses yeux le suivirent longtemps, plissés. Elle murmura quelque chose entre ses dents, fit un petit signe de croix rapide et reprit son travail en secouant la tête. Plus loin, un groupe d'enfants qui jouaient au foot avec une balle en chiffon s'arrêtèrent net. L'un d'eux, le plus petit, pointa Kofi du doigt. « C'est le garçon que Papa Quadio a averti hier soir. » Un autre ajouta en chuchotant. « Ma grand-mère dit que ceux qui sifflent la nuit invitent les esprits dans leur souffle. » Kofi n'entendit rien. Ou peut-être qu'il entendit, mais choisit de ne pas y prêter attention. Il récupéra ses sandales chez Kwame, un homme jovial qui sentait toujours le cuir et la colle, et rentra juste avant que la chaleur de midi ne devienne insupportable. L'air était lourd, étouffant, comme si le ciel retenait son souffle. Le soir venu, les nuages s'amoncelèrent, épais, sombres,
sans promettre de pluie mais chargé de tonnerre lointain. Kofi avait fini de manger son plat d'attiéké sauce graine avec du poisson fumé. La lumière sauta soudain, coupure d'électricité habituelle. La famille alluma la lampe à pétrole. Mais Kofi, son téléphone à 8% de batterie, préféra sortir s'asseoir sous le grand manguier de la cour arrière. Son chargeur était cassé depuis des semaines, alors il se contentait de répondre aux messages WhatsApp avant que l'écran ne s'éteigne. Assis sur le même tabouret que la veille, il scrollait distraitement. Et siffla encore. Un petit sifflement distrait, presque inaudible. Mais cette fois, quelque chose bougea au coin de son œil. Pas un mouvement rapide, pas un bruit, juste une présence. Il s'arrêta net, tourna la tête. Rien, peut-être le cabri noir qui entrait toujours dans la cour pour brouter les herbes. « Piou, piou! Dégage, toi !» lança-t-il en riant. Aucun bruissement dans les buissons. Pourtant, il sentait des yeux invisibles posés sur lui, lourds, patients. Il alluma la lampe torche de son téléphone et balaya le fond de la cour. Arbre, ombre, silence. Rien. Puis, ça recommença. Un sifflement, long, faible, creux. Pas le sien, venant des buissons, comme un écho déformé. Kofi bondit sur ses pieds, le cœur cognant. Il courut vers la maison, claqua la porte derrière lui. C'est rien, peut-être Kwame qui fait le malin. Ou le vent. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait que ce n'était ni Kwame ni le vent. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait des sifflements lointains, pas forts, mais persistants, juste assez pour le maintenir dans un demi-sommeil agité. Au matin, ses yeux étaient gonflés, son ventre noué, mais il ne dit rien. Il partit au lycée comme d'habitude, sac sur l'épaule, sourire forcé. À Tiebisu Community College, tout semblait normal. Les cours, les rires dans la cour, les profs qui criaient pour faire taire les bavardages. Personne ne remarqua son changement, sauf Adjoua, sa meilleure amie depuis le primaire. Elle s'assit à côté de lui sous le grand arbre à beurre, pendant la pause, lui tendit un biscuit. « Tu as l'air de t'être battu avec un balai invisible, Kofi. Qu'est-ce qui t'arrive » Il essaya de rire, mais ça sonna faux. « Rien. Dis-moi, tu as déjà entendu des histoires sur les gens qui sifflent la nuit » Adjoua haussa un sourcil. « Pourquoi » Il hésita. « Juste comme ça. » Elle hocha lentement la tête. « Mon oncle disait que ça appelle les esprits. Mais ce sont des contes, hein. Moi-même j'ai sifflé la nuit, et rien ne m'est arrivé. » Kofi voulut tout lui raconter. L'avertissement de Papa Quadio, le sifflement dans les buissons, la sensation d'être observé. Mais les mots restèrent coincés. « Ouais, moi aussi, rien. » Il mentit. Le samedi suivant, le ciel était toujours chargé, les oiseaux agités. Kofi n'avait pas dormi correctement depuis 3 nuits, mais il accompagna quand même son père au salon de coiffure, les Mains de Dieu. Une petite baraque en bois, peinte en verre écaillé, au bord de la route principale. L'intérieur sentait la crème coiffante, la poudre talc et le désodorisant bon marché. Il y avait 3 fauteuils, un pour couper, un pour attendre, un cassé depuis des années. Papa Yao brancha les tondeuses. « Branche ça, fiston, et balaye bien, les clients vont bientôt arriver. » Kofi marmonna un « Oui, papa », fatigué et se mit au travail. Vers 9h30, un homme entra. Grand, chauve, chemise marron usée, pantalon trop court. Il s'assit, fixa Kofi longtemps, puis lâcha. « Toi, tu es le garçon qui siffle la nuit. » Kofi se retourna. « Pardon ?» L'homme sourit. « Depuis mardi soir, Papa Quadio parle de toi dans tout le village. Il dit, tu vas bientôt voir par toi-même. » Kofi éclata de rire. Un rire trop fort. Ces vieux et leurs histoires, on croirait qu'on est en 1900. Papa Yao arrêta la tondeuse. « Arrête de siffler n'importe comment, Kofi. Tu sais qu'ils entendent. » Kofi haussa les épaules. « Parfois vous n'êtes pas sérieux. » Son père le fixa, grave. « Ça n'est pas une blague, mon fils. Tu as grandi dans une maison chrétienne, oui. Mais ça ne veut pas dire que le monde spirituel a disparu. » Un autre client dehors intervint. « De notre temps, on n'osait même pas fredonner la nuit. Il y a des esprits dans le son, des esprits qui suivent les vibrations. » Kofi secoua la tête, sourire en coin. « Je continuerai de siffler, et quand je serai pasteur un jour, je dirai aux gens « J'ai sifflé, et rien n'est arrivé. » Peut-être qu'on devrait transformer ces mythes en sketch comiques. Mais au fond, quelque chose avait bougé en lui.
Il n'avait parlé à personne des empreintes qu'il avait cru voir dans la poussière de sa chambre, ni du coton qu'il avait trouvé sur son oreiller, comme si quelqu'un l'avait touché pendant son sommeil. Cette nuit-là, le sommeil vint trop facilement, trop profond. Et dans les petites heures, il rêva. Il était de retour sous le manguier, même tabouret, même bassine de haricots. Mais chaque haricot qu'il prenait se transformait en pierre. Il continuait, les doigts en sang, incapable d'arrêter. Quelque chose retenait ses mains. Puis le sifflement revint. Mais cette fois à l'intérieur de sa tête, rebondissant dans son crâne, grandissant, assourdissant. Kofi se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Il pouvait encore l'entendre, creux, dans ses oreilles. Il se leva, alla au miroir. Une fraction de seconde, il crut voir son reflet fumé, comme enveloppé de brume. Il cligna des yeux. Normal. Sa mère frappa à la porte. « Kofi Yao, lève-toi, viens pour la prière du matin !» Il enfila vite un t-shirt. Mais en se retournant, il vit une empreinte de main sombre sur son oreiller. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait posé sa paume sur sa tête pendant qu'il dormait. Plus tard ce jour-là, un prédicateur invité vint à l'église du village. Le thème, les portes du son. Kofi, assis au 4e rang à côté d'Adjoua, leva les yeux au ciel. De tous les dimanches, la pasteur, une femme d'une 50aine d'années aux yeux perçants, parla d'une voix qui faisait vibrer l'air. Tous les sons ne sont pas de la musique. Tous les sifflements ne sont pas innocents. Le son est esprit. La vibration est invitation. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas avec des clés, mais avec des fréquences. Et certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment que si le sang parle. Adjoua tourna la tête vers lui, sentant sa tension. « Ça va ?» Il hocha la tête, mentant avec les yeux. Mais au fond de lui, la petite fissure s'élargissait. Lentement. Inexorablement. Chers téléspectateurs, si cette partie vous a donné des frissons ou vous a fait réfléchir, mettez un like massif. Abonnez-vous pour la suite. Elle va être encore plus intense. Et laissez-nous vos commentaires. Qu'auriez-vous dit à Kofi à ce stade? Avez-vous déjà vécu ou entendu une histoire similaire sur le sifflement nocturne en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Vos conseils pour quelqu'un qui commence à sentir des choses bizarres? Et surtout, dites-nous depuis où vous nous regardez aujourd'hui. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké ou même depuis l'étranger? Ça nous motive énormément de savoir que vous êtes là. Les jours qui suivirent furent comme une lente descente dans un brouillard que Kofi Yao ne pouvait plus ignorer. Thiébissou continuait de vivre sa vie ordinaire. Les femmes se rendaient au marché avec leurs bassines bien équilibrées sur la tête. Les taxis-brousses klaxonnaient pour ramasser les passagers le long de la route poussiéreuse. Les enfants rentrèrent de l'école en courant et en chantant des comptines joyeuses. Mais pour Kofi, le monde avait changé de couleur. Les bruits du jour paraissaient plus lointains, étouffés, et la nuit. Et là, la nuit devenait une présence vivante, presque palpable. Au début, il essaya de se convaincre que tout n'était que dans sa tête. Du stress accumulé, la fatigue des nuits blanches, trop de prières du soir écoutées d'une oreille distraite. Mais les signes ne disparaissaient pas, au contraire, ils s'amplifiaient, comme une maladie qui refuse de guérir et qui s'installe profondément dans le corps. Un soir, alors que ses parents étaient partis à une veillée de même église à la chapelle évangélique du quartier voisin, Kofi se retrouva seul à la maison. Il s'assit dans sa petite chambre aux murs blanchis à la chaux, téléphone éteint pour économiser la batterie, lumière éteinte pour ne pas attirer les moustiques. Il fixait le plafond en tôles ondulées, écoutant le silence oppressant. Depuis 3 jours, il avait arrêté de siffler. Pas par peur, se répétait-il, mais parce que ça ne l'amusait plus du tout. Pourtant, ce soir-là, quelque chose de pire commença. Des pas, légers, feutrés, comme des pieds nus qui glissent sur le carrelage du couloir. Il se leva d'un bond, ouvrit la porte en grand, personne. Le couloir était vide, éclairé seulement par un rayon de lune qui filtrait à travers la petite fenêtre. Il revint s'asseoir sur son lit, le cœur battant. Puis il sentit un souffle froid et humide sur sa nuque, comme si quelqu'un respirait juste derrière lui. Il pivota si vite qu'il faillit tomber du lit. Rien, absolument rien. Le rire nerveux qui sortit de sa gorge sonna faux, même à ses propres oreilles. Il baissa les yeux par réflexe. Ses pantoufles, elles étaient retournées dans le mauvais sens.
comme si quelqu'un les avait enfilés, avait marché avec pendant quelques pas, puis les avait reposés exactement là où il les avait laissés, mais inversés. 2 jours plus tard, Adjoa vint le voir accompagné de ses frères jumeaux, Yao Junior et Yao Cadet. Ils s'installèrent tous les 4 sous le grand arbre à beurre devant l'église, partageant des épis de maïs grillés saupoudrés de piment rouge et de sel fin. L'odeur fumée et épicée montait dans l'air tiède du soir, mêlée à celle de la terre encore chaude de la journée. « Je sais pas ce qui m'arrive », finit par lâcher Kofi, la voix basse, presque honteuse. « Mais des trucs vraiment bizarres se passent. » Yao Junior mâcha lentement son maïs, les yeux plissés. Défini bizarre. Des rêves qui me réveillent en sueur. Des pas dans la maison alors que je suis seul, des sifflements qui me répondent quand je n'ai rien fait. Les jumeaux échangèrent un long regard chargé de compréhension. Yao Cadet se pencha en avant, baissant la voix. « T'as sifflé la nuit, hein ?» Kofi hocha la tête, incapable de mentir plus longtemps. Yao Junior prit la parole à son tour, d'un ton grave. « Notre grand-père nous racontait une histoire quand on était petit. Dans nos terres ivoiriennes, il y a des esprits qui chevauchent le vent. Ils ne vivent pas dans les arbres comme on le croit souvent, pas dans l'eau non plus. Ils vivent dans le son. Ils se nourrissent d'attention. Plus tu les ignores, plus ils deviennent silencieux. Mais si tu les invites, même sans le vouloir... »« Tu crois que je les ai invités ?» murmura Kofi, la gorge serrée. Yao Cadet répondit sans hésiter. « T'as ouvert la porte, Kofi. Maintenant, quelque chose est entré, et c'est peut-être pas toi qui vas payer le prix le plus cher. » Ce soir-là, en rentrant seul de chez Adjoa, Kofi prit le raccourci par le sentier derrière le marché. À mi-chemin, il l'entendit. Le sifflement, pas lointain cette fois. Juste derrière lui, assez proche pour qu'il sente le souffle qui le portait. Il se retourna d'un coup, le cœur cognant dans sa poitrine. Rien. Personne. Il accéléra le pas. Le sifflement recommença, mais cette fois devant lui, comme pour lui barrer la route. Il se figea sur place. Son téléphone, dans la poche de son pantalon, vibra soudain tout seul. La lampe torche s'alluma d'elle-même, clignota plusieurs fois, s'éteignit, se ralluma. Puis l'écran soit illumina et afficha un message en lettres blanches, sur fond de noir. « You called me. Tu m'as appelé. » Kofi lâcha le téléphone comme s'il lui brûlait les doigts. Il courut, trébucha sur une racine, se releva en se griffant les genoux et fonça jusqu'au salon de coiffure de son père. La porte était grande ouverte. Il entra, haletant. Tout était en place, sauf le fauteuil de barbier. Il tournait lentement sur lui-même, comme poussé par une main invisible. Et sur le grand miroir mural, tracé à la craie blanche pâle. « You know I have arrived. » Tu sais que je suis arrivé. Kofi rentra chez lui en courant, s'enferma dans sa chambre et se planta devant le petit miroir. Ses lèvres étaient légèrement gonflées. Pas énormes encore, mais assez pour qu'il le remarque immédiatement. Et sur sa poitrine, juste sous la clavicule gauche, une marque, une écaille, brillante, fine, en forme de spirale. Comme un anneau de serpent lové. Il attrapa sa Bible et ouvrit à 2 Timothée 1,7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de modération. Mais en se tournant pour sortir, les pages tournèrent toutes seules pour s'arrêter sur le psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Cette semaine-là, tout s'effondra. Le magasin de Maman à fouet fut scellé par les autorités pour une inspection mystérieuse et envahi par des rats qui ne touchèrent à aucun autre commerce. Les tondeuses de Papa Yao tombèrent toutes en panne simultanément. L'ancien, Papa Quadio, le trouva un soir alors que Kofi grattait frénétiquement une marque en forme de serpent sur sa taille. « Tu ne crois toujours pas, hein ?» demanda l'ancien. « Tu peux croire en Christ et respecter ce que tes ancêtres savaient, parce que certaines portes, une fois ouvertes, se fichent de qui les a ouvertes. Tu n'es pas maudit, Kofi, mais tu es marqué. » Kofi devint expert en camouflage, portant des pulls en pleine chaleur, mais ses lèvres gonflaient de jour en jour, rendant la parole douloureuse. Maman à fouet finit par découvrir le secret, en entrant dans sa chambre, sans frapper. Elle vit les écailles luire sur ses côtes, comme une armure vivante. « Jésus-Christ, Kofi Yao, ton fils cache une peau de serpent sous ses vêtements !» hurla-t-elle à son mari. Ils l'emmenèrent à l'église. Le pasteur pria, utilisa l'huile d'onction,
Les fidèles imposèrent les mains. Mais les lumières clignotèrent. La voix du pasteur se brisa, et le reflet de Kofi, dans les vitres, commença à bouger avec un temps de retard, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Kofi murmurait ses versets, mais sa voix tremblait. Il avait peur que sa foi ne suffise plus à arrêter ce qui avait commencé. Les écailles s'étendaient, et des furoncles rouges remplis de puces commençaient à apparaître. La marque avait pris possession de son corps, et elle n'avait pas fini. Chers téléspectateurs, si cette partie vous a donné des frissons, n'oubliez pas, mettez un like énorme. Abonnez-vous pour ne pas manquer la conclusion dans la partie 4. Dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Kofi? Faut-il seulement prier ou aussi écouter les anciens? Connaissez-vous des histoires similaires dans votre région? D'où nous regardez-vous? Abidjan, Yaoundé, Paris? On veut vous lire. Seriez-vous prêt à voir la suite? La nuit où tout bascula fut une de ces nuits sans lune, où le ciel de Tiébissou semble plus bas, plus lourd, comme s'il allait écraser le village entier. Kofi Yao ne marchait plus. On le portait. Ses lèvres avaient doublé de volume, deux masses gonflées, sombres, craquelées qui suintaient un liquide clair et visqueux. Ses mots sortaient à peine, bafouillés, pâteux. Les furoncles sur sa peau avaient éclaté en plusieurs endroits, laissant des traces purulentes qui brûlaient comme du feu. Les écailles, maintenant épaisses et brillantes, formaient des motifs complexes sur son torse, son dos, ses cuisses, des spirales, des courbes qui ressemblaient à des écritures anciennes qu'il ne comprenait pas. Papa Yao et Maman Afoué le soutenaient de chaque côté, le visage ravagé par l'angoisse. Adjoua suivait derrière avec ses frères jumeaux, les yeux rougis. Papa Kouadio marchait devant, son bâton frappant le sol en rythme régulier, comme un tambour funèbre. Derrière lui, deux silhouettes masquées, des gardiens du bosquet sacré, avançaient en silence, leurs visages cachés par des tissus blancs ornés de coris. Ils ne passèrent pas par l'église, ni par le palais du chef. Ils se rendirent directement dans le bosquet sacré, derrière l'ancien autel abandonné, là où les anciens se réunissaient quand les choses dépassaient la compréhension humaine. 8 hommes étaient déjà là, assis en cercle autour d'un petit feu de bois. Des noix de cola étaient posées par terre, du vin de palme versé dans des calebasses. Personne ne parlait fort. L'air sentait la terre humide, la fumée et quelque chose de plus ancien, de plus sauvage. Papa Kouadio prit la parole, sa voix basse mais ferme. Il a sifflé la nuit. Les esprits sont répondus. Un autre ancien murmura. Mais pourquoi lui? Papa Kouadio répondit. Il a moqué la voix de la tradition, et maintenant, les esprits se moquent de lui. Silence. Puis Papa Kouadio leva les yeux vers le ciel noir. Il ne reste qu'une chose, il doit aller dans la forêt des échos. Il doit s'agenouiller devant l'arbre qui siffle et demander le silence. Ils le portèrent jusqu'à la lisière de la forêt. Kofi pleurait maintenant, non seulement de douleur, mais de honte. Tout ce qu'il avait moqué était devenu réel. Chaque avertissement qu'il avait ri au nez s'était matérialisé sur sa peau, dans son souffle, dans sa vie. Il vit Papa Kouadio debout avec son bâton, les deux masqués derrière lui, immobiles comme des statues. On le déposa à genoux devant l'arbre géant, un fromager ancestral dont les racines sortaient de terre comme des doigts noueux. Les branches grinçaient doucement sous le vent, produisant un son creux, presque un sifflement moqueur. Kofi tomba à genoux, les lèvres tremblantes. « Je crois maintenant... Je suis désolé. » Papa Kouadio ne sourit pas. « La tradition n'a pas besoin de ta croyance, elle n'a besoin que de ton respect. » Kofi baissa la tête plus bas, les larmes coulant sur ses joues gonflées. « J'ai moqué ce que je ne comprenais pas. » Il pleura comme un enfant, non plus comme un chrétien rebelle, non plus comme un jeune fier de sa modernité, mais comme un fils de la terre qui venait enfin de comprendre que tout ce qui vient du passé est pas forcément maléfique. Certaines choses ne doivent simplement pas être dérangées. Les anciens l'allongèrent au pied de l'arbre. Pas de prière, pas de verset biblique, juste le silence. Le vent se leva soudain, violent. Les branches de l'arbre s'agitèrent, et un sifflement aigu, creux, emplit l'air, comme si l'arbre lui-même riait une dernière fois de lui. Puis un craquement énorme retentit. Un vent puissant balaya le bosquet, éteignant les lampes tempêtes. Les furoncles sur le corps de Kofi commencèrent à sécher, à se rétracter. Les écailles noircirent, se craquelèrent,
tombèrent en poussière fine. Ses lèvres diminuèrent lentement, centimètre par centimètre, reprenant leur forme normale. Il inspira profondément, toussa, puis, instinctivement, siffla doucement. Cette fois, l'arbre répondit. Un sifflement bref, presque doux. « Va, et souviens-toi. » Des semaines plus tard, Kofi Yao se tenait debout sur la place du village, devant une petite foule rassemblée sous le grand manguier communal. Ses lèvres étaient redevenues normales. Sa peau était lisse, sans trace d'écailles, ni de furoncle. Autour de son cou pendait un collier de perles rouges et noires que Papa Quadio lui avait remis, symbole d'équilibre retrouvé. Il parla d'une voix claire, posée. « Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi enfants de la terre. Ne laissez pas les croyances modernes effacer ce que votre lignée sait déjà. » La foule hocha la tête en silence. Kofi sourit légèrement, un vrai sourire, sans moquerie. Il ne sifflait plus pour le plaisir, parce qu'il savait maintenant qui écoutait. La morale de cette histoire est simple et profonde. La tradition n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse silencieuse de ceux qui ont marché avant nous, un compas transmis par des récits, des avertissements, des murmures dans le vent. Ce que nous appelons parfois superstition est souvent la vérité vêtue de mystère. Quand nous moquons ce que nous ne comprenons pas, nous risquons de réveiller ce qui aurait dû rester endormi. La foi et la tradition n'ont pas à se combattre. L'une guide l'âme, l'autre protège le chemin. Que cette histoire nous rappelle, toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Tous les sons ne doivent pas être produits. Et tous les avertissements ne sont pas des contes de bonnes femmes. Parfois, c'est la dernière bouée entre la sécurité et la souffrance. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire spirituelle et profonde, tirée de nos racines ivoiriennes, chers téléspectateurs. Si ce récit vous a touché, marqué ou fait réfléchir, mettez un like massif, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci, et surtout, laissez en commentaire. Avez-vous déjà entendu des avertissements similaires sur le sifflement la nuit dans votre région ou votre culture? Les gens autour de vous croient-ils encore que siffler la nuit est dangereux? Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a moqué une tradition et a vu des choses étranges arriver? Partagez vos pensées, vos avis, vos conseils, et surtout, dites-nous depuis où vous nous regardez aujourd'hui. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Douala, Paris, New York ou depuis le centre du Cameroun? Ça nous fait tellement plaisir de voir jusqu'où ces récits voyagent.